Bonjour, vous écoutez le podcast d'actualité de l'Hebdo des Toulousains. Aujourd'hui nous revenons sur l'escalade de la violence liée au narcotrafic à Toulouse, surnommée la ville rose, et soulignant que cette spirale criminelle a des similitudes avec Marseille mais aussi des spécificités locales. L'article de notre journaliste Vladimir Max retrace les origines de cette dérive à la fin des années 1990, avec la crise du cannabis qui a poussé les trafiquants à chercher de nouveaux relais financiers dans le milieu de la nuit, menant à des incendies criminels et des meurtres. 20 ans de violence liée au narcotrafic, un podcast réalisé par notre page culture. Bienvenue. Aujourd'hui, on va parler d'une situation complexe, assez préoccupante même. La montée de la violence liée au trafic de drogue à Toulouse. On compare souvent avec Marseille, bien sûr, mais la ville rose a sa propre histoire, ses propres dynamiques. Pour essayer de comprendre tout ça, on s'est basé sur un dossier de presse très fouillé de Vladimir Max. L'idée, c'est de voir comment on en est arrivé là. D'où vient cette criminalité qui transforme la ville? Comment expliquer les fusillades, les règlements de compte en pleine rue? Alors, on va essayer de décortiquer ça ensemble. Pour bien saisir ce qui se passe aujourd'hui, je pense qu'il faut vraiment... il faut revenir aux origines. On est à la fin des années 90. Il y a une sorte de tension sur le marché du cannabis en France. On parle parfois de crise du shit. En gros, il y a moins de marchandises qui circulent, donc les prix montent. Et pour les trafiquants toulousains, les marges baissent. C'est logique. Du coup, face à ce manque à gagner, ces équipes locales, elles cherchent d'autres moyens de faire de l'argent. Et elles vont se tourner vers le milieu de la nuit. Les discothèques, surtout. C'était un terrain assez libre à l'époque, si on peut dire. Pas comme dans d'autres villes où des clans bien établis contrôlaient déjà tout ça. Toulouse, c'était différent. Oui, c'est vraiment un moment clé, ça. Au début, on voit des tentatives d'association, probablement un peu forcées, entre ces nouveaux venus et les patrons de boîtes. Mais ça marche pas vraiment. Très vite, les méthodes changent. On passe aux intimidations et puis carrément aux incendies criminels. Plusieurs établissements connus sont visés, le Charleston, le Retro Palace, le Tropicana. Mais le vrai basculement, le changement de dimension, c'est quand on passe de la violence matérielle, des dégâts, à la violence contre les personnes. Le tournant, c'est l'année 2000. Mohamed Boumaza, qui était le patron du Tropicana, on le retrouve mort, dans le coffre de sa voiture incendiée. Et quelques jours plus tard, c'est son portier, Ali Djeri, qui est abattu. Ce qui est frappant ici, c'est vraiment cette rupture. On passe d'une violence qu'on pourrait qualifier d'économique, pour prendre le contrôle, à des homicides ciblés. La brutalité monte d'un cran, clairement. Quand vous parlez d'homicide ciblé, est-ce que les sources se donnent une idée? Est-ce que c'était une stratégie pensée, réfléchie pour prendre le contrôle, ou est-ce que c'était juste une escalade qui est devenue incontrôlable à ce moment précis? D'après le dossier, ça ressemble plus à une escalade dans cette lutte pour le contrôle, pour l'intimidation. Justement, comme il n'y avait pas de clan dominant bien installé, ça a peut-être favorisé une compétition plus sauvage, quoi. La violence extrême devient un moyen de s'imposer vite face à ceux qui résistent ou aux concurrents. C'est moins une stratégie planifiée sur le long terme, je pense, qu'une conséquence assez brutale de cette bagarre pour le pouvoir dans un milieu qui était en pleine recomposition. D'accord, je vois. Et pendant que ça chauffe dans le milieu de la nuit, les enquêteurs, eux, ils commencent à se rendre compte de l'ampleur du trafic de drogue derrière tout ça. Il y a un coup de filet assez spectaculaire en juin 2001. Là, la PJ met la main sur presque 850 kilos de résine de cannabis. C'était caché dans plusieurs endroits autour de Toulouse. Une partie, par exemple, sous un faux plancher dans une voiture qu'ils surveillaient. Technique assez classique, mais là, les quantités sont énormes. L'enquête, elle remonte jusqu'à un certain André Fernandez. On le soupçonne d'être derrière une filière d'importation depuis l'Andalousie en Espagne. Il aurait monté tout un système de go fast, vous savez, ces grosses voitures rapides qui transportent la drogue. Il utilisait des chauffeurs locaux pour faire les trajets. C'était risqué, mais ça rapportait. On parle d'un réseau qui pouvait générer des dizaines de milliers d'euros par mois. Ça montre déjà une certaine professionnalisation et puis des connexions à l'international. Les noms des complices, Isaac Oulibaly, Karim Messaoui, Fatah Messavdi. Bon, c'est moins ça l'important que la structure. Un chef présumé à l'étranger et des exécutants sur place pour la logistique. Oui, et ce réseau, ce n'était sans doute pas le seul. Pratiquement au même moment, il y a une autre grosse prise à Fos-sur-Mer. 50 kilos de cannabis, ça venait d'Algérie, mais c'était pour le marché de Toulouse. Et cette affaire-là, elle met en lumière deux autres noms, Kamel Khaded et Kamel Medjadba. À l'époque, on les considérait un peu comme les principaux grossistes pour Toulouse.
Ce qui est intéressant, c'est de voir justement comment ces équilibres de pouvoir, ils bougent tout le temps dans ce milieu. Ces acteurs, qui étaient importants à un moment donné, ils vont petit à petit se faire dépasser, supplanter par une nouvelle figure qui montre, Nafif Bandareur. Justement, quand vous parlez de l'émergence de Nafif Bandareur, ça nous dit quoi sur la nature de ces réseaux? C'est très, très fluide en fait. Les changements de pouvoir sont rapides. Ah oui, exactement. Ça illustre très bien cette fluidité, cette instabilité, surtout quand les réseaux sont en train de se structurer. Comme il n'y a pas de parrain unique ou d'organisation très très hiérarchique comme on peut voir ailleurs, ça laisse la place à des prises de pouvoir rapides et souvent violentes. L'ascension de Bandareur, ça montre bien qu'un individu ou un petit groupe peut monter très vite en éliminant ou en mettant sur la touche les anciens leaders. C'est un milieu très compétitif. Impitoyable même. Et cette compétition, elle se traduit de manière sanglante, on le voit bien. Le lien entre ce trafic qui grandit et l'explosion de la violence, il devient de plus en plus évident. En 2002, Gaoti Bandareur, on note le nom de famille, tiens, il est retrouvé exécuté. Une balle dans la nuque, près de Muret. L'enquête met en cause plusieurs personnes, dont un nom qui va revenir souvent, Stéphane Arcangeli. Ancien boxeur, portier aussi, il est déjà vu comme une figure qui monte dans le banditisme toulousain. C'est un moment important parce qu'on voit l'affirmation de ces acteurs locaux qui vont marquer la décennie qui suit. Et puis, on fait un saut de 10 ans, 2012. Là, la violence atteint un nouveau sommet de brutalité. Nordine Belkacemi, portier lui aussi. Il est littéralement criblé de 22 balles sur un parking. Il était connu pour trafic de stupes. Cet assassinat très spectaculaire, ça relance les soupçons de lien entre Toulouse et Marseille. On évoque même le nom de Bruno Sacco-Mano, une figure du banditisme des Alpes, parfois liée à Marseille. Mais c'est là qu'on se heurte à l'omerta, cette fameuse loi du silence qui est tellement forte dans ce milieu. Ça empêche souvent les enquêteurs de confirmer ces liens, de remonter les filières. C'est très frustrant pour eux, j'imagine. Absolument. Et cette spirale de meurtre, elle ne s'arrête pas là, malheureusement. Stéphane Arcangeli, justement, cette figure montante qu'on avait identifiée dès 2002, il est lui-même abattu en pleine rue en 2015, quelques années seulement après être sorti de prison. C'est l'illustration tragique de cette règle un peu non dite, celui qui vit par l'épée. Vous voyez, ça semble vraiment être la loi. Et la liste des victimes s'allonge encore après. Miloud Kiroubi en 2016, tué dans un bar du quartier Amourou. Jamel Tari en 2017, abattu à la Kalachnikov, cité du Mirail, avec une mise en scène qui rappelle vraiment les méthodes mafieuses les plus dures. Chaque fois, c'est un choc pour Toulouse. Les habitants n'étaient pas habitués à ce niveau de violence qu'on associe plus au grand banditisme marseillais ou autre. Et ça pose une vraie question sur le sentiment de sécurité, bien sûr, mais aussi sur une possible et inquiétante banalisation de cette ultra-violence. On finit par s'y habituer. C'est terrible. Oui, cette comparaison avec Marseille, elle revient tout le temps. C'est normal vu les faits, mais comme vous dites, il faut nuancer. En chiffres absolus, le nombre de règlements de compte, Toulouse n'est pas ou pas encore au niveau de Marseille. Par contre, la tendance, l'escalade, la façon dont les réseaux se structurent, ça inquiète beaucoup les autorités locales. Le maire de Toulouse, Jean-Luc Moudin, qui l'a d'ailleurs demandé publiquement, plus de moyens à l'État, plus de policiers, plus de moyens pour la justice, pour essayer de rétablir ce qu'il appelle l'état de droit dans certains quartiers qui sont vraiment rongés par le trafic. Et cet appel à l'aide, il fait écho à ce que ressentent les policiers sur le terrain. Les sources qu'on a consultées, elles parlent d'un sentiment d'impuissance, souvent lié à un manque de moyens qui est vu comme chronique. Didier Martinez, d'un syndicat de police, y pointait un déséquilibre assez flagrant. Il expliquait qu'à Marseille, quand il y a un meurtre de ce type, on envoie des renforts importants. Alors qu'à Toulouse, les effectifs de la brigade criminelle, ils restaient très limités. Avec, selon lui, un nombre de dossiers par enquêteur juste ingérable. On parle de 19 fonctionnaires pour 300 dossiers chacun. Si on met ça en perspective avec des réseaux bien implantés, une violence qui revient sans cesse, on comprend que ce manque de moyens, ça puisse aggraver les choses, ou en tout cas rendre la réponse de l'État plus difficile. Aujourd'hui, factuellement, la situation reste marquée par la poursuite de ces règlements de compte. C'est toujours la même histoire, des guerres de territoire pour contrôler les points de deal. D'accord. Alors, si on essaie de faire une petite synthèse de tout ce parcours, assez sombre quand même, tout commence avec un problème économique finalement. La crise du shit à la fin des années 90. Ça pousse des délinquants locaux à chercher ailleurs, notamment dans le monde de la nuit. Ils utilisent la violence pour s'imposer. En même temps, des filières d'importation plus grosses, plus structurées, se mettent en place. Depuis l'Espagne et l'Afrique du Nord, avec les méthodes comme les Go Fast. Et après, c'est l'engrenage. La concurrence pour le contrôle du trafic, ça dégénère en guerre ouverte. Des figures locales émergent, comme Arcangeli ou Bandareur. Et on a cette série de règlements de compte de plus en plus violents, avec parfois des soupçons de liens extérieurs, Marseille ou autres, mais souvent dans le flou à cause de l'omerta.
Alors qu'est-ce que ça nous apprend tout ça au fond? Ça nous apprend d'abord qu'il y a une spécificité à Toulouse au départ. Cette conquête du milieu de la nuit dans un contexte où il n'y avait pas vraiment de grand banditisme déjà installé. Ça a permis à des acteurs très locaux de monter au début. Mais ensuite, Toulouse n'échappe pas aux logiques quasi universelles du narcotrafic à grande échelle, c'est-à-dire la violence comme principal outil pour réguler le marché, pour affirmer son pouvoir, les guerres de territoire pour les points de vente, l'importation de méthodes de plus en plus expéditives. On voit un enchaînement presque mécanique en fait. Un meurtre en appelle un autre, une équipe tombe, une autre prend la place très vite. C'est une spirale dont il est très difficile de sortir. Surtout si, comme le disent les gens sur le terrain, les moyens pour m'enquêter, pour démanteler, ne suivent pas la capacité de ces réseaux à s'adapter et à se régénérer. Hmm. Et ça nous amène à une dernière question peut-être pour réfléchir. Face à cette escalade qu'on vient de décrire, et si on prend en compte les problèmes structurels comme le manque d'effectifs policiers face à des réseaux qui sont maintenant bien implantés, comment on peut imaginer la suite? Est-ce qu'on assiste à Toulouse à la naissance ou à la consolidation d'un modèle de narcobanditisme à la française, un modèle qui pourrait demain se propager dans d'autres grandes villes ou même des villes moyennes qui connaissent des problèmes similaires? C'est une question qui reste ouverte et qui est assez préoccupante finalement, à méditer. Vous venez d'écouter 20 ans des violences liées au narcotrafic à Toulouse, un podcast réalisé par la page culture de l'Hebdo des Toulousains. Retrouvez l'Hebdo des Toulousains en presse le jeudi.